troisième arrêt. L'informatique, moi, ça commence sur les bancs d'Epitech. J'ai fait 2 ans là-bas, puis après, je suis parti dans une autre école qui proposait de l'alternance. Donc, j'ai commencé à bosser au bout de ma troisième année d'études. Donc, j'ai fait une boîte, j'ai changé de boîte chaque année. Et ensuite, j'ai bossé beaucoup pour une boîte qui s'appelait Cuzzle, où on développait un back-end générique en Node.js. Donc, c'était une boîte très technique. C'était vraiment une très bonne ambiance pour apprendre plein de choses intéressantes et être entouré par des gens avec un très bon niveau technique. Donc j'ai énormément appris dans cette boîte où on a fini par pivoter sur une plateforme IoT. Je suis allé bosser pour Didask. Donc Didask qui est une boîte qui développe une plateforme de e-learning et qui bosse énormément avec la GNI pour notamment des pipelines de génération de formation qui respectent les sciences cognitives. Et puis aussi aujourd'hui là on est en train de mettre le paquet sur un assistant pédagogique, donc un énième assistant, mais qui est nous branché au LMS et aux outils des clients. Il faut savoir que chez Didas, on a un modèle pédagogique où on va avoir des granules et puis après des types de contenus pour présenter l'information selon l'objectif pédagogique. Est-ce qu'on va faire déconstruire, est-ce qu'on va faire découvrir des choses. Donc ce modèle pédagogique, il est assez poussé au niveau des sciences cognitives et de l'ingénierie pédagogique, et du coup, il est assez difficile à mettre en œuvre. Donc en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as un contenu qui est assez compliqué à créer. Tu vois, tu vas avoir par exemple des dialogues, des conversations, des débats, des images interactives où il faut cliquer, des catégoriseurs, plein de choses. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est un pipeline de génération qui va nous permettre de générer ce contenu pédagogique. On a mis les connaissances des ingénieurs pédagogiques et des chercheurs en sciences cognitives dans les différentes étapes de ce pipeline pour que le contenu qui soit généré respecte toutes les bonnes pratiques de notre modèle pédagogique. Donc après, ça permet vraiment à n'importe qui de pouvoir générer un contenu de qualité très rapidement. Donc ça prend vraiment 2 minutes de générer quelque chose, même si la personne n'a pas de background en sciences cognitives ou en ingénierie pédagogique. Donc en fait, c'est la création de contenu pédagogique accessible à tous. On va pouvoir créer un module e-learning à partir de n'importe quel contenu. L'idée du pipeline de génération, c'est de pouvoir créer tout un module pédagogique à partir d'un contenu brut. Donc ce contenu, on peut l'importer depuis un fichier, mais on peut aussi directement le copier-coller depuis un site web. Donc là, je vais prendre tout le site web de Didask, un peu un vrac comme ça, puis je vais juste le coller ici. Je vais demander à créer 6 granules pour ce module. Là, on a des objectifs pédagogiques, donc en fonction des objectifs, ça va nous créer des cours différents. Donc ça, c'est vraiment notre modèle pédagogique basé sur les sciences cognitives qu'on va retrouver derrière ces choses-là. Et après, voilà, ça va nous permettre de générer un contenu riche, donc ce qu'on appelle des granules, qui vont chacun avoir un type de contenu, un débat, une conversation, un exercice, en fonction du contenu brut qu'on a fourni et en respectant du coup le modèle pédagogique. Donc derrière ce pipeline de génération de granules, nous, on va utiliser un outil qui s'appelle Rivet. Donc je l'ai ouvert ici. En fait, Rivet, c'est un outil no-code dans lequel on va pouvoir agencer des boîtes. Et ces boîtes, ça va être par exemple de la construction de prompts. Et après, on va les passer dans des modèles. Par exemple, là, on passe dans GPT-4o. Et donc cet outil, en fait, il permet à nos prompt ingénieurs, qui sont du coup les ingénieurs pédagogiques, les chercheurs en sciences cognitives, de construire des workflows assez complexes de génération de formation. Donc on voit ici, il y a beaucoup d'étapes, il y a des embranchements, etc. Donc c'est beaucoup plus que des simples prompts, c'est beaucoup plus qu'une chaîne de prompts, c'est vraiment un espèce de mini-programme. Nous, ensuite, on va pouvoir exécuter dans le code pour générer une formation. Et donc voilà, ça, c'est le genre de formation que ça va donner. Donc là, elle est finie, et puis là, on peut aller voir dans l'aperçu du player à quoi ça va ressembler la version finale. Donc voilà, ça nous a généré, vous êtes une entreprise en formation, vous devez choisir un LMS pour optimiser l'apprentissage des employés, blablabla, et puis là, il nous propose des options, et bien sûr, il faut choisir, c'est un espèce de QCM. Donc ça nous a créé des contenus directement ça nous a créé un contenu riche, donc c'est-à-dire que c'est des entités en base de données directement depuis le texte brut. Aujourd'hui, la majorité de notre monitoring se fait via Langfuse. Donc on a un Langfuse qui va nous permettre de voir ce qui s'est passé. Ça, c'est beaucoup utilisé par les prompt engineers pour comprendre les étapes de génération, pour comprendre ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, comment améliorer des étapes.
Donc en fait, on envoie simplement des traces dans LangFuse et ça nous permet de voir les prompts et les réponses des prompts. Et on a aussi une deuxième manière de monitorer, de monitorer juste les exécutions sur notre. Enfin voilà, on a une plateforme, là je vais pas la montrer parce qu'il y a un peu des trucs privés, mais on a une plateforme où on monitore les exécutions réussies ou pas des graphes. Donc ça nous donne une idée de quel est le taux de succès sur les graphes. Ce qu'on monitore pas de manière automatique, c'est la qualité des générations. C'est assez dur parce que ça demande de faire du LLM as the judge, des choses comme ça. Par contre, c'est un sujet qu'on a priorisé maintenant. Donc il y a plein de plateformes qui sont dans le game, entre guillemets. On est en train d'essayer de voir laquelle pourrait nous aller le mieux. Première chose, c'est de faire la génération structurée. C'est-à-dire que les outputs, ça doit être du JSON, du XML, quelque chose qu'on peut manipuler avec un programme, quoi. Sortir juste du texte, ça limite énormément les possibilités, et ça limite aussi dans la vision de ce qu'on va pouvoir faire derrière. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Après, je dirais sur un côté un peu plus organisationnel, il faut arriver à sortir le métier de prompt engineer et le métier de développeur. Enfin, il faut les séparer. Les prompt engineers, ce ne sont pas forcément des développeurs. Souvent, les meilleurs prompt engineers, c'est les gens du métier. Parce qu'en fait, les gens du métier vont mettre leurs instructions du métier dans les prompts et du coup, ils vont avoir de bien meilleurs résultats. Par contre, ces gens-là ne sont pas forcément des développeurs et donc il faut leur fournir des outils pour que eux ils puissent travailler de manière indépendante, comme nous on a fait avec Rivet par exemple. Donc ça leur donne beaucoup de liberté, hein, parce que c'est pas juste un prompt, mais presque des mini-programmes no-code. Enfin, c'est des mini-programmes no-code. Et du coup, le but c'est d'arriver à cette séparation entre une équipe d'ingénieurs et une équipe de prompt ingénieurs qui vont évoluer à des vitesses différentes, parce que les ingénieurs vont développer plein de features autour de l'application, pas que les features IA, et les prompt engineers, eux, ils vont itérer juste sur ces parties d'IA. Donc ça, une fois qu'on a réussi à mettre ça en place, cette séparation avec une plateforme, on a une plateforme maison pour uploader les graphes, les distribuer chez les clients, etc. Ça nous a vraiment permis d'accélérer sur la création de valeur avec l'IA. Un autre truc aussi, l'observabilité, mais c'est extrêmement important. Enfin, honnêtement, LangFuse, on l'a depuis le début, et ça nous aide énormément à comprendre ce qui se passe et à pouvoir investiguer les problèmes déjà, hein, parce qu'il y en a, des fois il y a des problèmes de génération, et puis aussi à améliorer la qualité des graphes. Donc ouais, je dirais ces trois trucs. Génération structurée, séparer les équipes et observabilité à fond, quoi.